C'est la peine la plus lourde jamais infligée par la justice française pour fraude fiscale. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné la banque UBS à une amende de 3,7 milliards d'euros. Le géant suisse était accusé d'avoir incité ses clients à blanchir de l'argent, à le placer de manière illicite sur des comptes en Suisse. Des faits d'une exceptionnelle gravité, ont estimé les juges. François Bononnet, Laure Bignalès. Une amende record, du jamais vu dans l'histoire judiciaire française. Cette banque suisse, numéro 1 mondial de la gestion de fortune, est condamnée à payer 3,7 milliards d'euros d'amende et 800 millions d'euros de dommages et intérêts. Total, 4,5 milliards d'euros à verser à la France. Dans son jugement, le tribunal correctionnel parle de faute pénale d'une exceptionnelle gravité. Vous vous attendiez à une telle décision ? Non, je ne m'y attendais pas. Pour les juges, UBS a aidé des milliers de contribuables français à frauder le fisc. Ce que la banque continue de nier. C'est une décision incompréhensible. On était toujours convaincus qu'on a fait notre métier selon le droit suisse et le droit français. La justice française condamne UBS pour avoir, pendant des années, démarché des clients dans l'Hexagone, ce qui est interdit, afin qu'ils ouvrent, sans le déclarer, un compte en Suisse. C'est clairement une décision qui va marquer l'histoire des poursuites en matière de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, puisque nous sommes dans un dossier de blanchiment. 3,7 milliards d'amende pour une banque comme celle-là, ça n'est pas rien. J'espère que ça peut être dissuasif. Ça ne règle pas tout, mais en tout cas, ça marquera un coup, j'imagine. D'autres pays ont déjà mis UBS à l'amende, mais jamais dans ces proportions. 300 millions en Allemagne, 780 millions aux États-Unis. La condamnation française représente près d'une année de son bénéfice. La banque suisse va donc faire appel de ce jugement. Bonjour à tous. Alors, donc vous venez de voir le reportage. Donc, de prime abord, on se dit « Ah, c'est bien tout ça, oh là, il se passe quelque chose ». Alors déjà, il faut noter que c'est marrant de voir à quel moment intervient cette décision exceptionnelle, en pleine crise des Gilets jaunes, où tout le monde réclame de récupérer l'argent qui nous est volé. On nous fait une grande campagne médiatique pour nous dire qu'on a récupéré 3,7 milliards d'euros d'une banque qui pratiquerait l'évasion fiscale. Pourtant, vous avez pu noter qu'en toute fin de reportage, en speed, vite fait, on nous dit que la banque va faire appel. Donc, en fait, on n'a rien récupéré du tout pour l'instant, déjà d'une. Et de deux, c'est aucunement, dans ce reportage, il n'y a aucune mise en relief de la chose. On n'explique pas que la fraude fiscale en France, ça représente au bas mot 80 milliards d'euros par an. Ça, on ne le dit pas. Bon, tout de suite, 3,7 milliards, on se dit, c'est pas si fabuleux. Ce qui, en plus, la banque fait appel, donc on ne sait pas. Et si ça se passe comme ça s'est passé avec les États-Unis, qu'ont attaqué UBS, UBS a fait un bis-bis avec les Américains, et au final, ils ont payé que quelques millions aux Américains. Voilà, donc on va passer à la suite après ce pseudo-reportage super révolutionnaire. Voyons la suite. Cette fois, c'est la rupture. Les négociations sur l'assurance chômage ont échoué. Les syndicats ont rejeté les dernières propositions des patrons sur les contrats courts. L'État est donc appelé à la rescousse. C'est très exceptionnel. Rappelons qu'Emmanuel Macron s'est dit prêt à imposer un malus aux entreprises qui abusent des CDD. Que peut-il se passer à présent? Julien Duponchel, Julien Babsa. L'échec au bout d'une heure de réunion. Les partenaires sociaux incapables de trouver un accord sur l'assurance chômage. La faute au patron, clament les syndicats de salariés à la sortie. Ils accusent le patronat de n'avoir fait aucune vraie proposition pour réduire les contrats précaires. Ça fait à peu près 8 semaines que le patronat nous promène en ne lâchant absolument aucune mesure de lutte contre la précarité. Ils sont accros à la précarité. Aujourd'hui, avec ces propositions soi-disant alternatives, ils ont fait un pas de côté. Ils n'ont pas fait un pas vers les organisations syndicales. De son côté, le patronat rejette la faute sur le gouvernement. Selon lui, l'exécutif a torpillé les négociations en imposant un bonus-malus sur les contrats courts, coûte que coûte. Il appartiendra à la ministre du Travail et au Premier ministre et au Président de la République de prendre ses responsabilités. Réponse immédiate de la ministre du Travail, le gouvernement définira les nouvelles règles de l'assurance chômage. La loi prévoit que si les partenaires sociaux ne concluent pas un accord, à ce moment-là, l'État prend ses règles par décret. Évidemment, ça sera après un processus dont on définira les termes dans les jours qui viennent. Syndicats de salariés et patronat pourraient toutefois être à nouveau consultés avant que le gouvernement ne publie son texte.
Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. C'est donc le gouvernement qui reprend le stylo. Est-ce si grave finalement? Il y a un risque, c'est le risque perdant, perdant et perdant. Ce que viennent de montrer les syndicats et le patronat, ce sont les limites de la gestion par les partenaires sociaux. Normalement, le paritarisme, c'est une machine à fabriquer le compromis, pas à incruster l'immobilisme. L'immobilisme, c'est toxique. Or là, le dossier des contrats courts, ça fait des années que ça coince. Donc à partir de maintenant, et même si les syndicats, les partenaires sociaux, le patronat sont consultés, les décrets, ils vont s'écrire au ministère du Travail. Avec sans doute, d'abord, la promesse d'Emmanuel Macron, un bonus-malus pour les entreprises dont les patrons ne veulent pas. Donc là, grand risque d'être perdant. Ensuite, il y aurait plus de 3 milliards d'économies sur 3 ans. On devrait fatalement toucher aux droits des demandeurs d'emploi, à leurs indemnités, ce que les syndicats voulaient limiter. Donc là encore, Anne-Sophie, perdant. Et pourquoi le gouvernement serait-il perdant également? Parce qu'on a rêvé meilleur calendrier pour reprendre ce stylo. Finalement, il le tient, ce stylo, mais sous pression, on est en pleine crise sociale. Ce n'est pas le moment idéal pour annoncer des mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, Anne-Sophie, voilà une des limites de la gestion par le politique. Est-ce que ça serait vraiment mieux si l'État reprenait les commandes? Ça serait sans doute plus rapide. Mais regardez, si on pense à la dette, ça fait plus de 40 ans que l'État vit avec des déficits. Donc au final, on n'a aucune garantie que ça serait plus efficace, ni même plus équitable. Merci Alexandra. Donc, premier reportage, on vous dit qu'on a récupéré de l'argent en riche. Super, c'est bien. Et on enchaîne avec la réforme de l'assurance chômage. En pleine crise sociale, comme ils disent. Hein. La dame en bleu cuir, là, qui a l'air toute fringante, nous raconte ça. Voilà, donc elle nous dit, voilà, on nous raconte que voilà, les mecs ils se sont pris la tête. Et que les syndicats, parce que les syndicats, ils sont forts, hein, voilà, ils nous représentent, hein, ils sont là pour défendre nos droits. Ils ont rien lâché, ils ont dit, ouais, ils ont claqué la porte. Voilà, c'est des durs à cuire, quoi. Puis t'as l'État là-dedans, tu vois la ministre, ils osent pas trop se mouiller. Tu sens qu'ils sont un peu en galère, quoi. Mais bon, comme dans le premier reportage, on t'a dit qu'on avait récupéré de l'argent, bon, franchement, ça a l'air d'évoluer positivement, hein, la situation en France. Par contre, après, tu vas te balader vite fait sur le site du Figaro, et qu'est-ce que tu lis à la fin de l'article concernant cette réforme de l'assurance chômage? Je vous le lis. Il n'empêche, les discours sont déjà bien rodés pour la suite. Les demandeurs d'emploi ne doivent pas être les grands perdants d'une réforme qui serait guidée par la seule recherche d'économie budgétaire, a martelé le numéro 2 de la CFDT. Quant à FO, son négociateur Michel Bogas a insisté: je ne vais pas lâcher le gouvernement pour être sûr qu'il instaure en place le bonus-malus. Et sans surprise, le patronat sera lui très attentif aux propositions qui lui seront faites, selon les termes du représentant du MEDEF, qui poursuivra sans aucun doute son combat pour le bonus-malus. Nouvelle bataille en perspective. Donc, on comprend bien là que les syndicats sont toujours prêts à discuter avec le patronat. Hein, bon, ils font semblant, voilà, on va batailler, on va pas lâcher. Le bonus-malus, voilà, super, c'est génial, un super bonus-malus. On sent que, voilà, ils vont essayer de faire quelque chose. Mais bon, ils remettent pas en cause le gouvernement. Ils n'entendent pas vraiment ce que les Gilets jaunes répètent depuis 3 mois, Macron démission. Ils sont prêts à continuer le dialogue avec des gens qui ne sont plus légitimes, tout simplement. Donc voilà où on en est après ce deuxième reportage, hein, qui est censé nous donner le moral. Allez, on continue. Un contrat court, c'est un contrat à durée déterminée, un CDD qui peut durer des mois jusqu'à 2 ans, mais il peut aussi ne durer que 24 heures. Les contrats d'un jour représentaient 1/3 des CDD en 2017. Comment fait-on quand on vit dans une telle instabilité professionnelle? Julien Bigard, Florian Lemoal et notre bureau de Bordeaux. Elles sont toutes deux précaires. Leur vie, courir après les CDD de quelques jours, voire de quelques heures. Estelle Mingan vient de commencer un énième contrat, hôtesse d'accueil dans une entreprise. C'est des missions différentes un peu tous les jours. Là, je suis à l'accueil, je récupère des petits, je fais en sorte que personne ne rentre dans les étages où ils sont pas censés rentrer et puis advienne la mission de demain. Multiplier les contrats courts, un choix de vie qu'elle assume en attendant de trouver un emploi moins précaire. Aujourd'hui, cette course au CDD l'empêche d'avoir un logement à elle. La Parisienne vit avec une amie, car elle ne peut même pas fournir des fiches de salaire pour 3 mois de travail consécutifs. Ah oui, c'est la galère. Ah oui, c'est la galère. Si je suis en coloc, c'est pour ça. Hein. J'aurais pas pu prendre un appartement toute seule, clairement. À Bordeaux, Alia Torres enchaîne elle aussi les contrats courts en tant qu'hôtesse. Alors là, j'ai un autre contrat de 1 journée pour l'hippodrome pour 89 € net. En multipliant les contrats, elle arrive à toucher jusqu'à 2000 € par mois. En revanche, pas de sécurité de l'emploi, difficile d'emprunter et une multitude d'employeurs. Le plus difficile, je pense, c'est de se réadapter toujours à une nouvelle équipe, à des nouvelles personnes, travailler avec des nouveaux collègues. C'est sûr que c'est vraiment difficile et il faut prendre sur soi.
Alors, pourquoi autant de contrats aussi courts? L'Union des métiers de l'événement assume. C'est pas un petit fantasme des patrons d'entreprise qui disent allez, on va se faire des CDD d'usage ou des CDD de courte durée pour se faire plaisir. Là, c'est vraiment j'ai un besoin ponctuel de quelques heures ou de quelques jours. Le salon de l'agriculture va durer 7 jours. Et ben, au bout des 7 jours, qu'est-ce que je fais de mes hôtesses? Les contrats d'une seule journée représentent un tiers des CDD signés. Une utilisation de contrats courts en forte hausse, particulièrement dans les services. Alors, là, franchement, chapeau. Vous avez compris un peu le déroulé de l'épisode, là. C'est fantastique. Franchement, c'est magnifique. Alors là, on te fait un reportage sur les CDD pour te montrer que c'est bien la galère, hein, quand tu as un CDD. Tu vas bien galérer. Juste après, les syndicats qui ont pris fait et cause pour toi, quoi. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre quand tu vois ça? Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire comprendre? Bah, c'est très simple, hein. Rangez-vous derrière les syndicats, hein. C'est les seuls qui peuvent vous garantir une certaine facilité dans la vie, parce que heureusement qu'ils sont là, parce que vous avez vu, quand vous êtes laissé tout seul dans le capitalisme, là, avec les CDD, c'est la galère de vivre, les gars. Alors bon, essayez de vous regrouper derrière les syndicats, arrêtez de trop suivre ces andouilles de gilets jaunes, là, hein, un peu antisémites, tout ça, qui sont un peu bizarres, hein. Vous comprenez, les gars? Vous voyez le message? Allez, on continue ce journal... Enfin, si on peut appeler ça un journal, je sais pas ce que c'est, un torche-cul, quoi. Allez, on continue. Le Sénat n'y est pas allé de main morte. Dans son rapport, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla dénonce des dysfonctionnements majeurs à l'Élysée. Il ne se contente pas de demander des poursuites contre Alexandre Benalla, accusé de faux témoignages. Il met en cause 3 des plus hauts fonctionnaires de l'Élysée. L'exécutif n'a pas tardé à réagir. Guillaume Darret, Sylvain Guillaume. Sous le bras du président de la commission d'enquête, un rapport qui se veut accablant. Après 6 mois de travail, les sénateurs frappent fort. Ils pointent, je cite, des erreurs et des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes. Une affaire du permis de port d'armes irrégulier. Une affaire de contrat russe. Une affaire de passeport diplomatique. Une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. La sécurité du président a même été affectée, écrivent-ils. Les sénateurs accusent aussi Alexandre Benalla et Vincent Crasse d'avoir menti devant la commission d'enquête. Dans leur viseur également, les témoignages de 3 personnes au cœur du pouvoir, dont Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Une façon supplémentaire d'accentuer la pression sur le palais présidentiel. L'exécutif n'a pas tardé à répliquer. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. Dans les préconisations qui figurent à l'issue de ce rapport, je constate que beaucoup d'entre elles concernent l'organisation interne de l'Élysée. Il me semble qu'on n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs. Quant aux députés de l'opposition, tous ciblent le même homme. Tout l'entourage du chef de l'État, et au plus haut niveau, apparaît à un moment ou à un autre dans cette affaire Benalla. Tout le monde cherche un responsable. Mais c'est pas très compliqué de le trouver, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit à la Maison de l'Amérique latine. Et vous cherchez un responsable, il est là, il est devant vous. L'Élysée espérait enfin tourner la page de l'affaire Benalla. C'est aujourd'hui loin d'être le cas. Que reproche-t-on exactement aux protagonistes du dossier, qu'il s'agisse d'Alexandre Benalla ou des 3 responsables de l'Élysée? Sur quelles éventuelles poursuites pourrait déboucher le rapport du Sénat? Diane Schlinger, Guillaume Beaufils. Un rapport qui dénonce une série de défaillances et de faux témoignages. Quelles sont les accusations précises? Pour Vincent Crasse et Alexandre Benalla, les mots sont sans concession. Réponse mensongère, faux témoignage. Selon la commission, alors qu'il était sous serment, je le jure, Alexandre Benalla a menti sur ses passeports diplomatiques. Il prétendait les avoir laissés à l'Élysée, il les a pourtant utilisés. Sur sa demande de port d'armes, motif personnel, disait-il aux sénateurs, eux y voient la preuve d'une mission de sécurité. Enfin, sur la négociation d'un contrat russe, il a nié tout rôle sans convaincre la commission. 3 hauts fonctionnaires sont également dans le viseur, accusés lors de leurs auditions d'incohérence, de contradiction, d'omission. Le général Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité du président, Patrick Stroda, directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, et Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Voilà ce qu'il disait d'Alexandre Benalla. En revanche, il n'assure pas la sécurité du président. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Pour les sénateurs, c'est faux. Il était bien chargé de la sécurité. Quel dysfonctionnement! Plus que des hommes, c'est un système que les sénateurs dénoncent, la défaillance de la hiérarchie au sein de l'Élysée. Ce que je qualifierais d'une chaîne d'irresponsabilité. Une chaîne où personne dans l'appareil d'État n'a su prévenir ou enrayer les agissements d'Alexandre Benalla parce qu'il pouvait apparaître, disent-ils, comme protégé par l'Élysée. Dès lors que c'était perçu comme tel, tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police.
Sur ce point, l'Élysée reconnaît ce soir un manque de clairvoyance. Quelles conséquences judiciaires? La commission d'enquête du Sénat n'est pas un tribunal. Elle a demandé au président du Sénat de saisir la justice pour faux témoignage et de remettre le rapport complet au procureur de la République. Mentir sous serment devant une commission d'enquête est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Par ailleurs, Alexandre Benalla comme Vincent Kras ont passé la nuit dernière en prison. Ils sont accusés d'avoir violé leur contrôle judiciaire. Les juges ont pris en compte les enregistrements de conversations datés du 26 juillet dernier, diffusés par Mediapart. Alors, vous avez bien regardé, c'est passionnant, hein. Qu'est-ce qu'on retire comme conclusion de ça? Moi, ce que j'en retire, quand je vois ça comme ça, j'essaie de me mettre dans la peau du téléspectateur lambda. Ce qu'on en retire, c'est que le Sénat il a fait son boulot et en fait il s'est rendu compte que Benalla en fait il avait menti avec son copain et que il y avait eu des dysfonctionnements et c'est pas la faute du président en fait, hein. C'est parce que voilà, il y a eu des dysfonctionnements, ils ont été peut-être trop gentils en fait, ils se sont pas rendus compte, ils se sont fait avoir. Genre le président c'est pas du tout de sa faute, hein. Donc voilà, là on comprend que Benalla et son pote sûrement ils vont se servir de fusibles. C'est complètement n'importe quoi. Dans le reportage, Macron n'est jamais inquiété, quoi. Normal. Alors que c'est quand même lui qui venait nous chercher. D'ailleurs, on voit que certains partis politiques le récupèrent bien. Voilà, c'est super. On sait que il y a des chances que Benalla, peut-être il va faire un mois de prison, je sais pas, avec sursis ou je sais pas. On va attendre encore, hein, parce que après il va encore y avoir des appels et machin. C'est comme pour les 3,7 milliards, hein, voilà, on annonce un truc, mais bon, après, avec le temps qui passe et tout ça, on va t'endormir le cerveau, et c'est très bien comme ça. Voilà, allez, on passe à la suite. 1 million de contributions ont déjà été recueillies sur le site du Grand Débat National, un site qui reste actif jusqu'au 15 mars. En revanche, vous ne pouvez plus remplir les cahiers de doléances ouverts par les mairies. Ils ont été remis aujourd'hui au préfet. Que contiennent ces cahiers? Comment va-t-on analyser leur contenu? Hélène Hugues. Ça, c'est non Floriani. C'est un décompte aussi précis que pour des bulletins de vote. À la préfecture de l'Eure, les maires rapportent les doléances de leurs concitoyens, des cahiers plus ou moins remplis selon les communes. Le cahier a été mis en place le 9 décembre, donc dès le début de la période, et nous n'avons qu'une seule contribution. 370 cahiers collectés au total sur les 585 communes que compte le département. Ce maire espère des résultats concrets. La crainte qu'on a, c'est que ça ne débouche pas sur grand-chose. D'accord. Dans son village, une bonne partie des habitants ont joué le jeu. Quelques revendications dominent. Le pouvoir d'achat. Vous verrez la hausse du SMIC, demandent certains. Vous verrez aussi que les gens parlent de la fiscalité et qui demandent au président de penser à la classe la plus basse. Beaucoup plus au sud, dans ce village de l'Aveyron, le maire a collecté des pages et des pages de doléances, écrites à la main ou sur ordinateur. Tous les sujets y passent. Diminution du nombre de députés et de leurs privilèges, suppression du Sénat, rétablissement de l'USF. Mais là encore une crainte que tous ces écrits restent lettres mortes. J'espère qu'il sera lu. Non mais imaginez, moi j'ai 12 ou 15 pages, une page par commune, 32 000 pages, qui c'est qui va lire? Au total, 10 000 mairies ont ouvert des cahiers de doléances. La Bibliothèque nationale sera chargée de les référencer et les numériser, puis leur contenu sera versé au grand débat. Ah, là on nous refait un petit reportage sur le grand débat, hein, après avoir expulsé le cancer Benalla, hein. Voilà, ça devrait être réglé, hein, parce que bon, au bout de presque 1 an, après des vidéos, on voit un mec taper sur des gens en se déguisant en flic. On comprend que enfin le mec il est peut-être un peu bizarre, hein, mais bon c'est sa faute à lui, c'est pas la faute du président, hein, parce que bon il continuait quand même à s'envoyer des textos au mois de décembre les mecs, normal. Mais bon là ça s'est passé, donc là on repasse au grand débat, voilà on te montre. Bon, il y a une parole sensée d'un maire qui dit voilà, on sait pas trop si ça va aboutir à quelque chose. Oui, effectivement, je pense que c'est à peu près ce que tout le monde se dit, hein. Il y a pas vraiment de grandes nouveautés, hein. Mais bon, ça a l'air d'être bien fait, c'est ce qu'on voit, hein. Ça va être numérisé, tout ça va arriver, grand débat, bang bang, ça va débattre de fou sur des trucs dont tout le monde sait ce qu'on veut, hein, de toute manière. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air vachement bien fait, et ça, on est ravis, hein. Donc voilà. Allez, continuons le journal.
Il avait été identifié dès samedi dernier. L'homme filmé en train de proférer des insultes contre le philosophe Alain Finkielkraut a été placé en garde à vue hier soir. Âgé de 36 ans, c'est un vendeur de téléphone qui vient à Mulhouse. Il évoluerait dans les milieux salafistes sans être fiché S. Alors là, on a un petit interlude de justice pour nous dire que voilà, c'est un vendeur de téléphone qui agissait dans des milieux salafistes, qui a proféré des propos, bon, soyons précis, antisionistes, et qui a été arrêté aujourd'hui. Donc franchement, ils sont forts, parce que c'est vrai que on avait quand même une vidéo en HD assez propre. Voilà, donc on te le dit, et vous allez voir, c'est assez logique avec ce qui va suivre. Alors regardons. Hier, Emmanuel Macron a eu des mots forts contre l'antisémitisme. Il est maintenant attendu sur les actes. Il participe ce soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, où se trouvent déjà certains ministres. Il devrait dire comment il entend lutter contre les agressions contre les juifs et leur mémoire. Et nous allons ce soir consacrer notre faux et usage de faux à une infox qui a circulé à propos de la banque Rothschild. Bonsoir Marion Mercier. Bonsoir. Quelle est cette fausse information? La voici, elle tient en une phrase. La famille Rothschild est à la tête de la quasi-totalité des banques centrales de la planète. Alors vous verrez, faites le test, cette fausse information, elle circule abondamment sur les réseaux sociaux, relayée soit par des sites antisémites, soit conspirationnistes, comme par exemple ce site d'Intox qui écrivait cet article, 3 pays dans le monde seulement ne sont pas sous le contrôle de Rothschild, ou encore cette chaîne germanophone qui relaye elle aussi des contenus complotistes, qui à la manière d'un véritable reportage nous égrène la liste des 163 banques centrales qui dans le monde seraient aux mains de la famille Rothschild. Mais plus grave, cette semaine, c'est une banque française qui a elle-même relayé cette fausse information, et cette banque c'est BNP Paribas. Sur son site internet et même son magazine destiné aux clients, c'est même l'un d'eux qui a signalé le contenu au quotidien Le Monde. Le voici ce contenu, on y retrouve cette affirmation: la famille Rothschild est à la tête de la quasi-totalité des banques centrales de la planète, et c'est bel et bien signé BNP Paribas. Et c'est donc totalement faux. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'une banque centrale? Anne-Sophie, par exemple, en allant sur le site de la Banque Centrale Européenne, il y a un onglet. Qu'est-ce qu'une banque centrale? Eh bien, voici la définition. Une banque centrale, c'est une institution publique qui gère la monnaie d'un pays, qui contrôle la masse monétaire. Les banques centrales ne sont pas des banques commerciales. C'est une distinction importante à comprendre, comme nous l'explique cet économiste de l'OCDE. On l'écoute. La particularité d'une banque centrale, c'est qu'elle peut imprimer des billets. Et donc, il faut avoir cette possibilité de reconnaissance d'impression des billets. Et donc, cette légitimité peut être acquise qu'à travers une banque centrale et donc par les États. Et donc, en aucun cas, une banque commerciale peut détenir une banque centrale. Et d'ailleurs, Anne-Sophie, BNP Paribas a présenté ses excuses, de même que Webedia, qui est la société qui produit le contenu sur le site internet de BNP Paribas, en disant que ces informations relatives aux activités de la famille Rothschild étaient erronées et regrettables et qu'elles avaient échappé à la vigilance de nos rédacteurs. Bien entendu, ce contenu a immédiatement été supprimé. Merci beaucoup, Marion. Bon, alors vous avez vu, alors là c'est de l'or en barre. Donc, on nous présente le salafiste vendeur de téléphone comme quelqu'un qui a insulté Finkielkraut, sans dire qu'il est antisioniste, parce que ses propos étaient antisionistes et pas antisémites. Ensuite, on ne dit rien donc, et on passe à un reportage sur l'antisémitisme. Donc, on en conclut que le mec, en fait, il a tenu des propos antisémites envers Finkielkraut, ok? Très bien. Donc là, on nous fait un petit baratin sur Macron qui pleure, machin. Et là, on enchaîne direct, sans rien dire, sur de la fake news qui concerne la banque Rothschild. Alors là, il faudrait bien qu'on m'explique, c'est qui fait de l'antisémitisme, en fait? En fait, c'est eux qui font de l'antisémitisme et qui traitent les autres d'antisémites. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Pourquoi ils nous parlent de banquiers, alors qu'ils viennent de faire un sujet sur l'antisémitisme? C'est eux qui font l'antisémitisme. C'est franchement n'importe quoi, et c'est assez drôle. Et ils continuent, alors ils balancent un truc, genre la banque Rothschild détient toutes les banques centrales de la planète. Bon, moi, personnellement, je me balade pas mal sur Internet, j'ai pas retenu cette info particulièrement, quoi. Alors oui, il y a beaucoup de fake news qui passent effectivement sur la banque Rothschild, il y a plein de fantasmes et tout. Mais alors pour remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui disent, c'est vrai sur Internet, ça c'est vrai, ça existe, hein. Il y a des gens qui disent, oui, Rothschild, ils ont retiré leur thune, ça veut dire qu'il va y avoir une crise mondiale, machin. Donc on va remettre les choses au clair avec un vrai économiste, hein, parce que quand on sait se balader sur le net, on voit quand même des gens qui s'y connaissent, hein, qui parlent sérieusement, on n'est pas obligé d'écouter tous les trucs qu'on lit. Donc voilà ce que dit le monsieur, hein, je vous le lis. Les services gérés par les activités fiduciaires de Rothschild comprennent la création et l'administration de structures qui détiennent tous les actifs d'un client fortuné, depuis des sociétés et la propriété intellectuelle jusqu'aux collections d'art et aux avions. En début d'année, la banque a enregistré des bénéfices et des revenus annuels plus élevés, mais doit faire face à la concurrence croissante de concurrents tels que Lazard et Perella Weinberg Partners, qui cherchent à faire plus d'affaires en France.
La dynastie bancaire Rothschild a travaillé sur certaines des plus grandes transactions de l'histoire, notamment en aidant à financer la guerre de la Grande-Bretagne contre le chef militaire français Napoléon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les activités fiduciaires correspondent à un concept fumeux pour parler des activités de trust qui nécessitent des trustees. Vous voilà bien avancé, hein? Donc, plus sérieusement, vous avez des sociétés dont les vrais associés, les vrais propriétaires veulent rester totalement anonymes. Il faut donc créer ce qu'on appelle un trust. À la tête de ce trust, on met des trustees. En français, on dirait des prête-noms. Pour ne pas apparaître à la tête d'une entreprise. Ok? Vous commencez à comprendre le principe? Pour ne pas payer d'impôts, bien sûr. Donc, est-ce que vous voulez la vérité crue? Je ne dis pas que Rothschild fait de la fraude fiscale en bande organisée. J'ai beaucoup moins d'avocats qu'eux. Je dis que les Rothschild se débarrassent de cette activité devenue très dangereuse ces derniers temps, vu la chasse à la fraude fiscale organisée par tous les États. Ils ont raison, mieux vaut faire de la gestion de fortune plutôt que de la gestion d'évasion fiscale. Résultat, les Rothschild cèdent cette activité au patron qui s'occupait de la branche en question, connaît ses clients et qui est mouillé jusqu'au cou. Enfin, qui pourrait l'être en cas d'activité illégale, tout en sachant que rien n'est prouvé et qu'évidemment, je n'en dirai pas plus, même si je n'en pense pas moins, vu que je n'ai pas le même nombre d'avocats que Rothschild. C'est plutôt une bonne façon de faire, selon lui. Faut-il paniquer? Point du tout, cela ne sert à rien. Ça sert à rien de jouer les complotistes. Disons que c'est plutôt Rothschild qui panique et vend rapidement cette branche d'activité potentiellement sulfureuse et qui pourrait attirer moultes ennuis dans les mois et années qui viennent à ceux qui s'occupent de ces sociétés et de ces montages anonymes qui, évidemment, éventuellement et théoriquement, pourraient permettre d'évader à peu près n'importe quoi. Si jamais les choses se gâtent vraiment, je vous préviendrai, et si vous n'avez plus de mes nouvelles, c'est que les choses se sont déjà gâtées. En fait, c'est Rothschild qui a un problème, pas nous, pour une fois. C'est Rothschild qui a peur de se voir accusé de fraude fiscale massive et préfère prendre les devants pour assurer ses arrières. Voilà la vérité de ce qui se passe en ce moment avec ces retraits d'argent massifs de Rothschild, et non pas cette espèce de fake news dont nous parle cette dame concernant la prise en main de toutes les banques centrales du monde, blablabla, blablabla. Voilà, et on notera encore une fois, c'était assez drôle, que c'est eux-mêmes qui font un rapport complètement antisémite entre l'antisémitisme et les banques. Voilà, c'était assez drôle. Hein. Bon, on continue notre affaire, c'est parti. L'actualité à l'étranger. En Syrie, des dizaines de personnes ont été évacuées ce matin du dernier bastion de Daesh, la ville de Baghouz. Elles sont sorties à bord d'une quinzaine de camions. On ignore encore s'il s'agissait uniquement de civils ou également de djihadistes qui se seraient rendus. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Stéphane Guimau. Ce convoi de camions arrive de Baghouz, le dernier réduit de territoire tenu par Daesh. Habituellement, ces véhicules transportent du matériel. Aujourd'hui, ce sont des épouses de djihadistes et leurs enfants. Certains sont installés en équilibre précaire entre les portières. À l'arrière, les hommes, des combattants de Daesh qui ont décidé de se rendre. Les forces arabo-kurdes qui luttent contre les djihadistes sont à cran. Depuis plus de 2 semaines, elles attendent de pouvoir donner l'assaut final. Ces évacuations sont peut-être les dernières avant la proclamation de la victoire. Si Dieu le veut, ce sera bientôt fini. Dans 2-3 jours, il n'y aura plus aucun djihadiste à Baghouz. Plusieurs centaines de personnes seraient encore piégées dans ce demi-kilomètre carré de territoire. Un camp retranché, fait de toiles de tente et de voitures calcinées. En haut à gauche, sur cette photo, les combattants armés de Daesh. Sur ce document que nous avons pu récupérer, la dernière Française ayant réussi à fuir avec son enfant. C'était hier. Elle est originaire de Tours et est âgée de 23 ans. Je remercie Dieu, j'ai pas été blessée. Ce matin encore, 9 frappes aériennes ont été lancées sur Baghouz par la coalition internationale. Les combats continuent donc pour gagner cette poche de Daesh, devenue invivable. Les différents témoignages que nous avons rassemblés ces derniers jours décrivent un univers dantesque dans le dernier réduit tenu par Daesh. Des femmes, des enfants grièvement blessés, sans soins. Bon bah voilà, la boucle est bouclée, hein, après le reportage sur... parce que tout ça, bien sûr, c'est vachement bien lié. Après le reportage sur l'antisémitisme, les banques, voilà, on te parle de la Syrie et du dernier camp de djihadistes évacués.
Donc potentiellement, hein, on ne sait pas trop ce qu'on évacue, mais il y a des Français qui vont certainement revenir en France. Donc on essaye de te mettre un petit coup de peur, tu vois. Tranquille, hein, à la cool. Histoire de, voilà, puis lier quand même hein, l'antisémitisme à Daesh, bien sûr, parce que c'est intimement lié, hein, l'islam, l'antisémitisme, en France, c'est eux. Voilà, on comprend bien toute cette idéologie, sans jamais remettre en cause qui a envoyé ces Français en Syrie, qui les a armés, comment, pourquoi. Tout ça, bien sûr, c'est toujours des questions facultatives, on va dire. Hein. C'est pas très important pour la compréhension du téléspectateur, qui lui a juste besoin d'être réconforté ou d'avoir peur. Réconforter, avoir peur. Toujours en mode binaire. Réconforter, avoir peur. Réconforter, avoir peur. Allez, on continue. Retour en France, les professionnels du bâtiment, les élus et les associations tirent ensemble la sonnette d'alarme. La construction est en train de s'effondrer. Le nombre de permis de construire a chuté de 7,6% l'an dernier. Pourquoi ce coup d'arrêt au moment où le gouvernement espérait un choc d'offres? Reportage de Sophie Lançon et Daniel Lévy avec notre bureau de Toulouse. Des terrains à bâtir qui restent vides. Depuis un an, les ventes de logements neufs dévissent. Les plus touchés, les maisons individuelles. Moins 11%. Des dizaines de promoteurs se retrouvent en difficulté. Dans cette banlieue de Toulouse, aucune pelleteuse en vue. Ces terrains ici en rouge ne trouvent pas preneur. On s'est retrouvé avec 25% de résiliation d'annulation dû essentiellement à un problème de solvabilité du client. Des clients qui n'arrivent plus à financer leurs projets. En cause, la réduction du prêt à taux zéro dans les zones rurales et périurbaines. Un prêt qui permet à des familles, pour leur premier achat, d'acquérir ce type de maison. C'est une maison de 90 mètres carrés. Ici, nous sommes dans la partie jour. Ici, vous avez la cuisine semi-ouverte. Et un prêt à taux zéro qui soutenait les ventes de ce promoteur. Avec une salle de bain et 2 chambres. 50% de nos clients, plus de 50%, 53% de nos clients bénéficient d'un prêt à taux zéro. On peut estimer, nous, à une baisse d'environ 30%. Une situation constatée partout en France. Exemple, une famille avec 2 enfants souhaite acheter une maison à 200 000 €. En 2017, elle pouvait emprunter ce montant grâce au prêt à taux zéro. Mais en 2018, avec la baisse de ce prêt, le crédit moyen diminue 186 500 €. Si l'aide est totalement supprimée en 2020 comme l'envisage le gouvernement, la capacité d'emprunt ne serait que de 170 700 €. Même dans les zones tendues, une baisse des ventes se fait aussi sentir. Cette fois pour une autre raison, les recours en justice de voisins se multiplient. Alors, ce chantier représente 61 logements. Nous avions eu 2 recours de la part des riverains que nous avons réussi à lever. Et actuellement, nous avons 9 projets qui sont bloqués par des recours. Moins 1,2% pour les ventes de logements collectifs en 2018 et des perspectives moroses. Nous sommes très inquiets parce que ces multiplications de recours bloquent vraiment notre activité. Si on ne démarre pas nos projets, nous n'avons pas de recettes, nous n'avons pas d'honoraires et nous avons des difficultés après à payer nos salariés. Selon certains experts, le marché du neuf devrait continuer à souffrir plus que l'ancien, encore cette année. Donc voilà, après t'avoir dit que potentiellement il y avait plusieurs familles de djihadistes qui allaient retourner en France pour te faire peur. Maintenant, là on est dans la phase peur du journal. Hein. Le début c'était la phase joie, quand on récupère de la thune, on se bat contre le patron, tout ça. Là on est dans la phase plus morose. Hein. Donc là on t'explique que bah voilà, c'est la crise, hein, on va peut-être arrêter les bêtises parce que voilà, on peut même plus faire le taux après 0. Et encore pire que ça, dans les logements collectifs, c'est carrément les Français eux-mêmes, les voisins qui cassent les noix. Et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas faire des logements collectifs. Donc j'imagine qu'ils essaient de nous parler des logements sociaux à travers ça. Donc les logements sociaux, ce serait même pas trop la faute de l'État. En fait, c'est parce que les voisins, ils sont trop casse-couilles, en fait. Tu comprends? C'est chiant, quoi. Donc voilà, quand le bâtiment va pas, ça va pas. Faudrait peut-être se calmer, les gars. Hein. Les gilets jaunes, faudrait peut-être rentrer chez vous. Faudrait peut-être se remettre au boulot. Parce qu'on a pu voir dans d'autres journaux aussi que les Chinois ils bossaient, tout le monde bossait sauf vous quoi. Voilà, allez on va continuer le journal, la partie morose c'est pas cool quoi, et puis là je crois que ça continue en plus. Allez on regarde. Les compagnies aériennes à bas coût ont trouvé le moyen de gagner plus sans augmenter le prix de leurs billets. Pour cela, elles proposent de payer pour choisir son siège, pour un bagage supplémentaire ou encore pour acheter des produits dans l'avion. Les recettes de ces suppléments ont quadruplé en 9 ans. Julien Bigard, Benjamin Poulain. Il est devenu difficile d'y échapper sur les vols à bas coût. Les fameux suppléments qui alourdissent la facture du voyage. Si je dis pas de bêtises, c'est 36 € ou quelque chose comme ça. J'ai pris un thé et un annulation vol. Au total, ça m'a coûté 9,50 €. Les ventes d'options ont quadruplé en 8 ans, car elles permettent aux compagnies d'augmenter leurs revenus. Alors comment poussent-elles leurs clients à dépenser toujours plus?
Pour se rendre en Autriche, Pierre et Evelyne Brunet ont choisi une compagnie à bas coût. 38 € seulement le billet aller. Je vous laisse poser votre bagage sur le tapis numéro 8, monsieur, et portez. Mais à cela, il faut ajouter 20 € pour avoir le droit à un bagage en soute. Le prix à payer pour amener des souvenirs à la famille. En soute, c'est plus pratique parce qu'on peut mettre des bouteilles ou des flacons qu'on ne peut pas mettre en bagage à main. Et pour être sûr d'être ensemble et d'avoir un hublot, le couple a pris l'option siège payant. Non, parce qu'on est sûr d'avoir une place au moment de la réservation pour être ensemble côte à côte. Ça fait quand même un coût supplémentaire. Oui, mais bon, après c'est un choix. Un choix à 8 € par personne. Il y a aussi une nouvelle option proposée par de plus en plus de compagnies. Un accès à du multimédia à 1,99 €. Et s'ils ont une petite faim... Ça va 13 €, c'est pour 2 boissons et 2 sandwichs, il faut encore passer à la caisse, contrairement aux compagnies traditionnelles. Peut-être qu'on y regarde moins parce qu'on sait qu'on n'a pas payé très cher le vol, donc on se fait plaisir. En ajoutant une assurance annulation à 15,50 €, le billet aller passe alors à 96,49 €, plus de 2 fois le prix initial. Sur les 136 passagers du vol en direction de Vienne, 105 ont finalement payé des options. Car tout est pensé pour les encourager à consommer. Ça commence sur Internet. Le client doit refuser les options une par une avant de pouvoir réserver son billet. Une fois en vol, les hôtesses prennent le micro pour présenter le supplément multimédia. Nous invitons à découvrir notre nouveau système de divertissement en vol où vous obtiendrez l'accès aux journaux. Ou déambule menu en main pour proposer des sandwichs. Résultat, la part des options dans le chiffre d'affaires de la compagnie est passée de 20% à 30%. C'est loin d'être la seule. Les ventes de suppléments dans le monde ont quadruplé en 8 ans pour atteindre 81 milliards d'euros. Un moyen d'augmenter les revenus pour les compagnies à bas coût qui profitent aussi aux clients selon ce PDG espagnol. Car les prix des billets restent ainsi attractifs. Il y a 10-20 ans, il avait tout compris dans les billets. C'était, si vous voulez, plus facile. Mais de l'autre côté, c'était beaucoup plus cher. Au jour d'aujourd'hui, pour offrir des tarifs très compétitifs comme les nôtres, 30 et quelques, et il faut que les gens peuvent choisir. Je crois que les gens, d'une grande partie, ont cette préférence de pouvoir choisir à la carte plutôt que d'avoir tout inclus. Grâce aux options, le chiffre d'affaires de la compagnie a augmenté ces dernières années, alors que le prix moyen du billet hors supplément a baissé de 12 €. Alors là, pas mal, hein. On voit le journal, là, d'un seul coup, il s'intéresse, c'est vraiment un journal militant aujourd'hui, hein, on peut le constater. Il s'occupe du consommateur et du fait qu'il se fasse arnaquer. Et on appréciera vraiment beaucoup, vraiment, j'ai vraiment apprécié le fait de faire ces plans sur les gilets jaunes, dont même le patron de la compagnie qui arnaque les gens, là, porte le gilet jaune. Donc il y a cette image subliminale du gilet jaune arnaqueur que je trouve plutôt sympathique. Vraiment, c'est fin, c'est bien trouvé, j'y avais pas pensé. Ensuite, il nous parle d'un truc dont je pense tout le monde est au courant. Hein. C'est vraiment pas l'arnaque la plus subtile du monde, quoi. Je pense que tout le monde ici a déjà pris ce genre de compagnie et sait très bien à quoi s'en tenir. Et j'en profiterai pour ajouter une petite info que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui est assez intéressante, je trouve ça marrant. Il faut savoir que les premières compagnies comme Ryanair, par exemple, qui ont été développées en Europe et qui ont permis aux gens de voyager un peu plus à travers cette grande Europe dont nous on fait la promotion, a pu se permettre de pratiquer des prix si bas. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Union européenne les a subventionnés pendant de nombreuses années à coût de centaines de millions. C'est l'Union européenne qui a subventionné Ryanair pour proposer des voyages moins chers pour que M. Dupont et Mme Duchemol puissent aller passer 2 semaines en Grèce et avoir ce sentiment d'être vachement européens parce que voilà, ils étaient au bord de la mer, et ils ont passé 2 semaines là-bas et on a tous passé quelques jours par-ci par-là en Europe et on a pu retirer de l'argent dans les distributeurs en euros et ça a facilité notre grand sentiment de se sentir européen. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite info que je trouve assez rigolote. Voilà, alors on va continuer ce journal magnifique. Les responsables du Vatican ont rencontré aujourd'hui une douzaine de victimes de prêtres pédophiles à la veille d'un grand sommet sur la question. Le pape François n'était pas présent. En France, un film évoquant ce fléau est sorti aujourd'hui au cinéma, Grâce à Dieu de François Ozon. Il retrace le parcours d'anciens scouts qui accusent le père Bernard Prénat d'attouchement ou de viol. Nous avons rencontré une des victimes présumées de ce prêtre, Margot Subra-Gomez et Mathieu Régnier. Il a longtemps hésité avant de nous rencontrer. Il craignait de remuer des souvenirs douloureux. Merci. Mais Jean-Yves veut trouver les mots pour raconter son histoire. Il affirme avoir été, à 7 ans, abusé sexuellement et violé par le père Prénat. À l'été 78, il part dans un camp scout, en Allemagne. On avait des chambres collectives sur le fonctionnement des auberges de jeunesse.
Ce qui s'est passé là-bas résonne encore précisément en lui. D'avoir ces images, d'avoir été sur les genoux du curé, d'avoir été caressé par lui, d'avoir été à plusieurs reprises sous son emprise, et puis de ne jamais me dire, tiens, mais ce qu'il a fait, c'est pas normal. Après 2 ans chez les scouts, Jean-Yves quitte le groupe Saint-Luc. Il ne reverra plus le père Prénat. Pendant 30 ans, il refoule ses souvenirs, mais tout refait surface en 2014. Quand j'ai vu la première fois le père Prénat à la télé, j'ai failli démonter le poste. C'était une rage, une furie qui était terrible. Pour leur dire qu'il n'a rien oublié, il décide d'écrire au père Prénat et à l'archevêque du diocèse, le cardinal Barbarin. Je parlais de ça dans la lettre du gamin qui a été violé, qui a été détruit par cette affaire, quoi. L'archevêque de Lyon lui a répondu dans une lettre « Il y est question de compassion, de prière, mais pas d'excuses ». Pour Jean-Yves, l'Église a cru pouvoir rendre justice elle-même. Mais une justice à sa façon. C'est-à-dire, on va essayer d'apaiser, on va déplacer le prêtre, on va le couvrir, parce qu'il ne faut pas que ça rejaillisse sur l'institution. Il veut croire que le témoignage des victimes peut changer les choses. Même si c'est douloureux, il invite chacun à parler pour se libérer. Il ne faut pas subir la honte, parce qu'il y a cette étape où on se sent taché, sali. On sait très bien que si on ne le sort pas de nous, ça va nous ronger. C'est quelque chose qui détruit. Jean-Yves sait que dans son cas, les faits sont prescrits. Nous avons contacté l'avocat du père Prénat. Il n'a pas souhaité faire de commentaires. Bon bah là, je sais pas quoi dire, hein. Vous voyez, c'est toujours les mêmes sujets. J'ai fait l'analyse du journal il y a 3 jours, on se retrouve toujours avec le même sujet, sauf que là, bon, il n'y a pas de gants, tu vois. Là, c'est direct, on te dit catho, pédophile, on te montre une victime présumée, hein. En plus, c'est même pas quelqu'un qui a été jugé. Bon, je doute pas de ta franchise, hein, à ce monsieur qui a l'air très triste. Mais voilà, là, on a bien fait l'armoyer, on t'a bien montré que les cathos, c'était des gros pédophiles, hein, parce que, bon, voilà, après t'avoir fait eux-mêmes de l'antisémitisme, et en te prouvant que, Rothschild, ils étaient pas bien méchants. Voilà, puis que les islamistes, ils allaient nous envoyer des grands méchants sur le territoire pour nous s'infiltrer, je sais pas quoi faire. Voilà, un peu l'ambiance de ce journal que je trouve magnifique. J'ai pas besoin de trop épiloguer, hein, vous avez vu la séquence. Voilà. Mettez-vous bien ça dans la tête. Quand vous voyez un chrétien, c'est un pédophile potentiel. Quand vous voyez un musulman, c'est un égorgeur potentiel. Et si vous voyez un juif, il est sûrement lié à la banque, mais c'est pas vrai qu'il détient tout. Hein, voilà, en gros, si on voudrait résumer un peu ce qu'ils essaient de nous mettre dans la tête. Dans ce journal fantastique où il y a des bien belles dames. Voilà, on continue. La Cour de cassation a annulé la condamnation de la mère de la petite Fiona à 20 ans de prison pour coup mortel sur sa fille. Une annulation pour des irrégularités de procédure. Cécile Bourgeon va donc être libérée ce soir en attendant un nouveau procès. Bon là c'est une petite brève, je ne sais pas trop quoi en penser. Enchaîner avec les cathos pédophiles... c'est peut-être pour nous dire que les athées aussi sont potentiellement très dangereux. Athées ploucs, ça doit vouloir dire ça. En fait, tout le monde est dangereux, en fait, hein, j'ai l'impression. Bon, à part pas trop les banquiers, je sais pas. Je me permettrai pas de dire. Je sais pas trop ce qu'elle vient faire là, cette info. Mais en tout cas, il y a des mères méchantes. Et puis, la justice... quelques petits problèmes apparemment, tu peux taper ton gamin et t'en sortir pour vice de procédure. Donc espérons que ça puisse arriver à Benalla, comme ça il ira peut-être pas en prison, hein, qui sait, hein, après plusieurs appels. Ou cette fameuse banque, peut-être que après l'appel, peut-être qu'elle aura pu à payer ce qu'elle doit aux contribuables. Voilà, je ne sais pas trop. Super info en tout cas. Allez, on continue. Les médecins n'ont pas le droit de faire la promotion de leur activité, c'est inscrit dans le Code de la santé publique, mais certains chirurgiens esthétiques ont décidé de s'affranchir de cette interdiction sur le réseau social Instagram. Ils publient les photos post-opératoires de leurs patients, parfois même sans les en informer. L'œil du 20h est signé Lila Bellili et Hervé Pozzo. Dans les miroirs, on se voit souvent toutes déformées. Et parfois, l'on rêve de ressembler aux photos d'Instagram, postées par des chirurgiens esthétiques, des photos de leurs patients dénudés. Mais au fait, docteur, diffuser ces images sur Internet, est-ce bien légal ? Sur le réseau social Instagram, nous sommes tombés sur ces photos. Des poitrines et des postérieurs,
diffusées non pas par des starlets, mais par des médecins. Certains chirurgiens esthétiques publient des images de leurs patientes avant et après opération. Comme ces vidéos, apparemment prises au bloc opératoire. Le médecin les diffuse sans floutage, pas nous. Et sur celle-ci, c'est lui qui a choisi la musique. Retrouver son corps exhibé sur Internet sans autorisation, c'est ce qui est arrivé aux clientes de cet avocat. Sur leur visage, seuls les yeux étaient légèrement floutés. C'est des personnes qui étaient en état de choc parce que quand on fait un lifting ou une opération esthétique, c'est quelque chose de très intime. C'est parce qu'on a un complexe et qu'on a envie d'être à nouveau belle vis-à-vis de l'extérieur, mais on n'a surtout pas envie que ça se sache. Donc il y a juridiquement à la fois une violation de la vie privée et une violation du droit à l'image. Une première affaire s'est terminée par une transaction à l'amiable. L'autre, par la condamnation du chirurgien à 10 000 € de dommages et intérêts et 1 mois d'interdiction d'exercer. Nous avons fait les comptes en Ile-de-France. Sur 257 chirurgiens esthétiques, près d'1 sur 5 publie des images de ses patients sur Instagram. Les règles sont pourtant claires. La publicité est interdite aux médecins. Pour le Conseil de l'Ordre, un praticien n'a pas à diffuser ce genre de photos, même avec l'accord des patients. Tout ce que vous me montrez est contraire aux obligations déontologiques du médecin parce que, oui, c'est de la publicité et je trouve que c'est tout à fait inconvenant et ça déconsidère la profession. Des photos avant-après postées par un chirurgien, c'est ce qui avait convaincu cette femme de se faire opérer des seins en 2016. Le résultat est catastrophique. Mes seins sont déformés, je n'arrive plus à dormir sur le ventre, je dors avec des soutiens-gorge de contention. Je n'accepte plus qu'on me touche les seins parce que c'est douloureux, c'est insupportable. Son chirurgien, lui, continue de faire la promotion de son activité sur Instagram. Je sais qu'il m'avait demandé, à l'issue tout de suite après l'intervention, de mettre un commentaire positif en sa faveur. Il insistait en m'envoyant des messages sur Messenger. Pensez à mettre un petit commentaire favorable, comme quoi vous êtes content. Contacté, ce chirurgien esthétique ne nous a jamais répondu. Un autre, encore plus actif sur Instagram, nous a expliqué que pour lui, il ne s'agit pas de publicité, mais de communication. Une nuance chirurgicale. Bon, alors là, enfin, on a un vrai reportage journalistique, faut que je le dise, où on va chasser le méchant médecin chirurgien. Là, c'est vrai, ça fait mal. On voit qu'il peut être attaqué en justice. Contrairement, donc si t'es enfant de prolo, que tu te fais tabasser par ta mère peut s'en sortir apparemment, vu le reportage d'avant, parce qu'il y a des vices de procédure, tout ça. Alors attention, hein, je dis pas que toutes les chirurgies esthétiques concerne des enfants de bourgeois. Je ne dis pas ça. Je sais qu'il y a des dames, des femmes qui peuvent avoir des cancers des seins, tout ça, qui ont besoin de chirurgie esthétique. Donc ça ne touche pas que la classe bourgeoise. Mais quand même, moi je vois autour de moi, hein, je suis quelqu'un de la classe moyenne moins, je connais pas beaucoup de gens qui vont voir le chirurgien esthétique. Donc j'ai quand même à l'idée, alors il faudrait vérifier, peut-être que là je dis des grosses bêtises, hein, vous pourrez me réprimer dans les commentaires, pas de souci, hein, si vous en savez plus que moi, j'ai pas trop étudié le sujet. Mais dans mon esprit, le chirurgien esthétique, sa clientèle principale, quand même, pour moi, c'est les enfants de bourgeois, quoi. Et puis les bourgeoises, les bourgeois, c'est plus... Dans ma tête, c'est comme ça. Alors, je connais pas les proportions, il faudra peut-être se renseigner un peu. Mais en tout cas, sachez, messieurs, dames, que si vous avez un problème, là, la justice a fait son boulot, et qu'il y a des gros arnaqueurs, et qu'il faut faire attention. Hein. Et là, on ne lui a pas mis un gilet jaune. On ne lui a pas mis un gilet jaune, on préfère mettre un gilet jaune pour identifier aux ploucs qui prennent l'avion pas cher pour aller à la plage en Grèce ou faire un petit voyage à Berlin. Voilà. Allez, tiens, en parlant de Berlin, on va finir avec un sujet encore sympathique, vous allez voir. Son baiser devant les néons de Times Square à New York a fait le tour du monde. L'ancien marin que vous découvrez sur cette photo s'appelait George Mendonça. On a appris sa mort aux États-Unis le week-end dernier à l'âge de 95 ans. Ce célèbre cliché du photographe Alfred Eisenstadt date d'août 45. Nicolas Lemarinier et Julien Cordier nous racontent la petite histoire derrière l'image. En août 1945, les New-Yorkais fêtent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Times Square est noir de monde. Au milieu de la rue, un marin embrasse fougueusement une jeune femme. La foule autour d'eux s'en amuse. L'homme, c'est George Mendonça. Il a tout juste 21 ans. Il y a 4 ans, pour la télévision américaine, il se remémorait ce moment d'euphorie. Il y avait beaucoup de militaires à Times Square. J'ai vu l'infirmière. Instinctivement, instantanément, je les serrais dans mes bras.
La jeune femme, une assistante dentaire, s'appelle Greta Zimmer-Friedman, 21 ans, elle aussi. Longtemps, il y a eu un mystère autour de cette photo publiée en une du magazine Life. On ne connaissait pas le nom des jeunes gens, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un couple. George Mendonça a été identifié en 2012 grâce à la taille de sa main et une cicatrice au sourcil. Il ne connaissait pas du tout Greta Friedman, elle ne lui a jamais reproché ce baiser volé. La vraie fiancée du jeune Mendonça, on aperçoit son visage ici au-dessus de l'épaule du marin. Pas jalouse du tout, elle a été son épouse pendant 73 ans. L'infirmière est décédée en 2016. George vient de mourir à 95 ans. Le baiser volé de Times Square est une icône aux États-Unis. Les couples s'amusent même à l'imiter. Et tant pis si l'histoire était un peu différente de ce que l'on avait imaginé. Voilà, on finit en beauté. Hein. Alors là, c'est grand magnifique. Là, on voit bien qui dirige la France. On comprend bien qu'on est une colonie. Parce que je vous signale que là, il y a Trump qui veut envahir le Venezuela avec des troupes armées, qu'il n'y a pas eu un mot dans le journal, et que là, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te montre? Un baiser volé, donc même pas sa copine, le mec, hein, donc c'est sympa aussi, les petites valeurs sympathiques. Un baiser volé en août 45, c'est-à-dire au moment où, pour fêter quoi? La fin de la guerre? Non, pas la fin de la guerre, les 2 bombes atomiques sur la gueule des Japonais, en fait. C'est peut-être ça qu'il voulait dire à la fin, je sais pas trop. C'est dommage qu'ils ne remettent pas dans le contexte. Parce que ça pas le baiser, il est moins beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas ça fantastique, moi. Voilà, donc ça se finit sur une note d'amour absolu, où tu vois des gens s'embrasser à New York. C'est vraiment la fête à New York. C'est la teuf, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien, tout le monde il est heureux, tout le monde il est beau. Et les Vénézuéliens, ils crèvent la dalle et vont se foutre sur la gueule et on leur envoie des aides humanitaires avec des produits empoisonnés. Il y a des Colombiens qu'on a piqué, ils sont retrouvés à l'hôpital à moitié empoisonnés. Voilà, ça on te le raconte pas dans le journal, hein, on préfère te parler d'un baiser volé pour fêter de bombes nucléaires sur la gueule des Japonais. Voilà. Bah ça se finit là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue, hein, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, puis c'est dur de regarder tout ça, je vous avoue que ça m'énerve un peu, même beaucoup, mais bon, il faut le faire, je pense que ça peut aider des gens, parce que c'est vrai que c'est pas évident de toujours avoir le recul sur ce genre de truc, on a la tête dans le guidon, on voit pas bien. Voilà, et n'hésitez pas, hein, si vous voulez laisser un petit pourboire sur le Tipeee, moi ça m'aide à continuer tout ça, toutes les activités de contenu, pour essayer de recréer du contenu, parce qu'il y a du boulot avec toute l'intoxication qu'on doit se taper. C'est pas évident. Bon, bah je vous souhaite une bonne fin de semaine, j'espère un acte 15 qui se passera dans les meilleures conditions avec le moins de blessés possible. Et que vivent les Gilets jaunes, que vive la France et que vive notre intelligence collective surtout parce qu'on en a besoin, il faut qu'on la développe au maximum pour repérer toutes les arnaques, les arnaqueurs et avancer vers un monde meilleur. Ça serait super. Ciao les amis, à bientôt.